Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée en animal de compagnie, en particulier le chien ou le chat. Dans notre futur guide destiné aux futurs éleveurs et aux éleveurs débutants, nous avons attaqué le chapitre de la première portée. Et donc là, nous allons parler de l'éventualité de savoir s'il faut faire une première portée avant ou après les tests. Alors, votre chienne ou votre chat arrive plus ou moins à l'âge de reproduction. Vous avez peut-être commencé à faire quelques expos ou des séances de travail. Alors, pour le chat et pour le chien, des expos, du travail pour le chien, et vous commencez à vous demander peut-être quel étalon vous allez mettre sur elle. Vous commencez à faire quelques recherches et évidemment vient se poser l'histoire des tests. Alors, normalement, si vous allez chercher votre femelle dans un bon élevage qui sélectionne, vous avez dû avoir éventuellement quelques tests qui ont été faits sur votre femelle quand elle était petite. Alors, soit c'était des tests génétiques qui ont été faits peut-être sur votre femelle, ou alors qui ont été faits sur ses parents et qui donnent le résultat d'office de votre petite, en ayant éventuellement donc le test ADN qui certifie la filiation, et donc forcément vous donne une certitude sur son statut puisque les parents sont de tel ou tel, et puis la femelle a un résultat. Bon, soit ça peut être juste donc les parents qui ont été testés physiquement peut-être, et donc on peut présumer que votre femelle aura tel ou tel résultat. Alors, les tests sont quelque chose qui sont devenus légion depuis une quinzaine d'années, en France en tout cas, on va dire ça comme ça. On a l'impression que les éleveurs n'ont plus que ça à la bouche. Et moi qui élève depuis 30 ans, sur une race qui a été très très peu testée dans les débuts, en tout cas où j'ai élevé, on est en droit de se demander si les éleveurs qui ont moins de 10 ans, on va dire, de pratique, et les nouveaux, voire les futurs, sont conscients que les tests en eux-mêmes ne sont démocratisés que depuis à peine une quinzaine d'années, alors que leur race existe depuis peut-être 50 ans, 100 ans, 1000 ans, et donc qu'elle a évolué et qu'elle s'est développée sans ça. Alors, ce n'est qu'un jugement de ma part, ce n'est que mon opinion stricte, donc comme je dis souvent, ce n'est que moi, mais moi, je garde toujours en mémoire qu'une race, elle existe parce que justement, elle est en bonne santé. Si elle n'est pas en bonne santé, une race ne se développe pas. Ce qui fait une race, c'est le public, c'est pas l'élevage. Vous pouvez avoir 36 000 éleveurs sur une race. Si le public n'est pas intéressé par cette race, les éleveurs ne vendent pas ni leurs chiots ni leurs chatons. On le voit avec l'effet mode, donc c'est-à-dire l'effet inverse. Le public est très en demande et très souvent, ils ne trouvent pas, ou alors ils sont obligés d'attendre, ils se mettent sur des listes d'attente parce que justement, il n'y a pas assez de production pour suivre l'effet de mode. Alors tout ça pour dire quoi? Que si le public a affaire à une race qui n'est pas en bonne santé, c'est-à-dire qui pose des problèmes de peau, qui pose des problèmes osseux, par exemple, des problèmes cardiaques, etc. Vous aurez bien évidemment les gens qui ne vont pas s'amuser à acheter à des prix quand même assez impressionnants des chiens ou des chats avec lesquels ils vont être fourrés chez le veto toutes les 5 minutes. Donc, globalement parlant, il faut que le chien ou le chat qu'ils achètent soit en bonne santé. On ne parle même pas de reproduction là. On parle juste d'acquisition par l'individu lambda. Donc, quand vous voyez des races qui étaient à la mode dans les années 80, 90, 2000, donc bien avant les tests, il ne faut pas se demander pourquoi elles ont évolué comme cela. Si elles ont évolué comme ça et qu'elles se sont développées, que les naissances ont été multipliées par 10, par 20, par 50, par 100 peut-être, sans les tests, c'est bien qu'elle est assez solide et en bonne santé pour ça. D'accord? Voilà. Ça, c'est un premier point. Le deuxième,
ce qui est un fait certain et que je rabâche souvent, c'est qu'en tant qu'éleveur sélectionneur, on est là pour améliorer la race qu'on a décidé d'élever. Et donc, l'amélioration passe aussi par avoir une meilleure santé quand on sait qu'il y a des problèmes dans une race quelconque. Donc ça paraît paradoxal ce que je dis, mais non, finalement. Je dis simplement que les tests existent et qu'il faut les utiliser à bon escient, tout simplement. D'accord? Voilà. Alors vient la question, faut-il faire les tests avant ou après la première portée de votre femelle? Au niveau du chat, on a moins ce problème-là, puisqu'il y a globalement moins de maladies, qu'elles soient génétiques ou pas, qui affectent les races de chats. Il n'empêche que dans le chat, parce que la production est assez peu importante, toute race confondue d'ailleurs, on est quand même sur du petit effectif, sauf les races à la mode, comme le Maine Coon par exemple, qui est pratiquement à la hauteur des naissances du berger australien en chien, quand même, c'est pour dire. Bon. Au louf au niveau du chat et au lof pour le chien. Je parle même pas de ce qui est son pédigré, d'accord? Voilà. Eh bien, on pourra dire que dans les races félines, il y a des maladies quand même qui, malheureusement, arrivent à affecter carrément une race presque entière. Et que si les tests ne sont pas faits, il y a danger de faire reproduire des femelles et des mâles dont on ne sait absolument rien, mais dont on sait qu'ils peuvent être à 80 ou 90% porteurs. Donc, là, les tests sont absolument essentiels. On est sur des tests et génétiques et physiques. Par exemple, au niveau du chat, il y a une affection qui revient très souvent, quelle que soit la race. Alors, je dis pas que toutes les races sont atteintes, mais en tout cas, pour celles qui ont développé ce problème-là, on est plutôt sur des problèmes cardiaques. Dans ce cas précis, il y a des tests génétiques qui peuvent être effectués et sur les parents et sur les petits. Et il y a évidemment des tests physiques par l'intermédiaire d'écho-doppler, par exemple. Voilà, qui peut être fait, mais à l'âge adulte. Faire un écho-doppler à 4 ou 5 mois, on voit pas l'intérêt. Le chat évolue, le chat grandit, donc s'il a une légère malformation, par un léger souffle au cœur à l'âge de 3-4 mois, eh bien, rien ne dit qu'il aura toujours l'âge adulte. Inversement, on n'entendra pas forcément, en tout cas le veto n'entendra pas forcément ou ne verra pas forcément quelque chose à l'écran à l'âge de 2 ou 3 mois, parce que justement c'est trop petit. Donc il verra peut-être plus facilement à l'âge adulte. Donc ne pas faire des tests physiques, en tout cas trop tôt dans la croissance du chat ou du chien. Ça vaut aussi pour le chien. On dit souvent, par exemple, que les radios, c'est pas la peine de les faire à l'âge de 6, 7, 8, 9 mois, parce que en fonction de la race, le développement n'est pas le même et donc la laxicité peut-être des ligaments à ces âges-là est encore trop importante et donc peut fausser le résultat, comme on dit. Voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Que si vous devez faire des tests pour savoir si vous devez faire reproduire votre chienne ou votre chatte avant ou après, l'important en fait ce sont les tests physiques. Si ça donne une invalidité, on va dire ça comme ça, un côté invalidant du point de vue de la maladie. Moi, en tout cas, en tant qu'éleveur, si j'avais une race qui est un petit peu sujette, par exemple à la dysplasie ou des problèmes cardiaques quelconques, il est certain que je serais beaucoup plus vigilante à faire des tests, enfin des radios osseuses, des échographies cardiaques sur tous mes reproducteurs avant de les faire reproduire. Ça, c'est évident. Alors que des tests génétiques autres qui n'entraînent pas de caractère invalidant sur une maladie, eh bien, je m'arrangerais pour ne pas faire d'accouplement qui pourrait donner des chiots ou des chatons. Bon, j'ai fait toujours que du chien, donc on va parler du chiot
atteint, mais il est certain aussi que je ne me focaliserai pas dessus, je ne deviendrai pas cinglée là-dessus, hein, voilà. Parce que pour moi, une maladie qui rend invalidant le chien ou le chat est beaucoup plus grave que des anomalies, voilà, des petites maladies qui peuvent être transmises sans entraîner ne serait-ce que le décès ou des opérations lourdes ou quelque chose dans le genre. Donc sachez, demander la liste des maladies héréditaires, des anomalies qui existent dans la race et essayez de faire le point avec des vétos, des éleveurs pour savoir en fait qu'est-ce que ces maladies-là peuvent entraîner et quelle priorité en fait vous devez accorder pour votre future reproductrice. C'est-à-dire, est-ce que il y a des tests vraiment importants qui font que si vous ne les faites pas, vous risquez d'avoir des résultats très graves à la sortie, hein, non seulement pour la femelle elle-même, donc au niveau reproduction si vous le faites après coup, hein, mais surtout au niveau de l'alliance, de ne pas savoir quel mâle utiliser pour ne pas avoir de cata chez les chiots ou chez les chatons. C'est surtout ça. Hein. Donc essayez de faire en sorte que votre cheptel, que ce soit présent ou à venir, soit préservé des maladies les plus invalidantes. C'est le plus important. Après coup, même après votre première portée, vous pourrez toujours faire des tests complémentaires qui pourront, à la limite, vous donner des indications sur les prochaines saillies. Hein. Il y a des tests génétiques qui ne servent que pour savoir le statut du chiot ou du chaton. Ça n'entraîne absolument rien. Alors oui, encore une fois, il faut éradiquer les maladies ou les anomalies héréditaires, génétiques, etc. On est bien d'accord là-dessus. Mais ne pas oublier que le chien ou le chat sont des êtres vivants et qu'avant toute chose, vous devez préserver leur santé à eux en tant que tels. Ça veut dire leur santé du point de vue physique, pas forcément du point de vue génétique. Bon, je ne sais pas trop si j'arrive à me faire comprendre, mais en fait, voilà, il y a des priorités au niveau des tests. Donc oui, faites des tests, que ce soit des tests génétiques ou des tests physiques, avant de faire reproduire votre femelle, si vous savez que ce sont des maladies fortement invalidantes, et faites les autres éventuellement après la portée si ça n'urge pas. Hein, voilà. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte et qui est le plus important. Donc faites le topo, renseignez-vous et ensuite faites en fonction déjà des résultats de votre propre femelle, hein, de ce qu'elle a eu étant petite avant d'arriver chez vous. Faites en sorte de faire ceux qui sont les plus urgents avant donc de faire la portée. Sélectionnez le mâle en fonction, on verra plus tard dans un chapitre prochain comment choisir le mâle, mais surtout faites en sorte d'avoir le moins de dégâts possible. N'oubliez pas aussi que les tests génétiques sont extrêmement précieux dans le sens où si vous avez un mâle ou une femelle qui est déclaré non porteur d'une maladie, d'une anomalie, etc., ça veut dire en fait que les chiots ou les chatons qui vont naître ne seront jamais malades. Alors, attention, je ne parle que pour le chien et pour les maladies les plus connues. Il semble que au niveau du chat, il y ait une maladie qui fait que même quand le sujet est porteur, il est déjà malade à l'état latent, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il est susceptible de déclarer la maladie à un certain moment de sa vie, ou pas. Mais en tout cas, le fait d'être juste porteur ne le préserve absolument pas de la maladie. Ce qui n'est pas le cas en général pour le chien. On va dire que pour ce qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup de maladies courantes ou d'anomalies courantes font que si le chiot n'est pas est juste porteur, il ne sera pas malade. Il sera juste vecteur de la maladie. Il ne sera pas atteint lui-même. Donc c'est déjà quand même un grand pas. Mais faites attention au niveau du chat. Il semble qu'il y ait des divergences à ce niveau-là qui peuvent être importantes. Donc renseignez-vous. Vraiment, renseignez-vous. Voilà, j'espère que ces petites informations vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.